Présence. Et du coup, oui, on peut démarrer là. Allez, on démarre. Ouais. Bon, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Une toute petite introduction avant de laisser la parole à Heidi. Le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes est une association reconnue protectrice de l'environnement, agréée par l'État et le Conseil régional, qui agit pour préserver le patrimoine naturel des territoires. Le SEN, c'est une formidable équipe de 74 salariés. Ils sont pas mal en visio là ce soir, investis et déterminés. Mais nous ne sommes pas seuls et ils ne sont pas seuls parce que nous avons des adhérentes et des adhérents qui sont finalement l'assise citoyenne du conservatoire, des membres du conseil scientifique qui sont et qui font la légitimité scientifique du conservatoire, et puis des administratrices, des administrateurs, nos amis chers élus, qui sont la gouvernance politique du conservatoire. Et toutes et tous, toutes ces personnes sont en fait des bénévoles qui sont investis aux côtés des salariés. Et ce soir, en fait, on voulait surtout remercier leur engagement, l'engagement de ces personnes qui font ça à nos côtés. Alors, en cette journée maussade et automnale, quoi de mieux qu'une voix qui porte, une voix qui alerte, une voix qui, depuis le Svalbard ou les glaciers d'Ouganda, incite chaque jour à s'engager, à jouer collectif, une voix qui, comme le dirait Yves François, président du Conservatoire, nous demande surtout de ne jamais rien lâcher. Cette voix, c'est celle d'Heidi Sévestre, ambassadrice du Seine-Rhône-Alpes, que nous allons écouter. Chère Heidi, alors j'espère qu'elle est là parce qu'elle a disparu de ma visio, Heidi, mais j'espère qu'elle est là. Ah, ouais. Chère Heidi, ce soir, c'est un peu une carte blanche pour que tu nous parles de toi, de tes expéditions à travers le monde, de ce qu'elles nous enseignent, des dynamiques qui sont en cours à l'autre bout de la planète et puis ici, chez nous en France, de la notion d'engagement aussi, comment, avec qui s'engager, pourquoi rien n'est perdu et faut-il se battre. Et puis nous finirons par quelques échanges via le chat de questions-réponses entre tous nos auditrices, nos auditeurs et toi, Heidi. Merci pour cette petite minute d'attention. Je nous souhaite de passer un beau moment ensemble. J'ai envie de dire une soirée d'engagement citoyen surtout. Heidi, c'est à toi, mais si tu es là, parce que je ne te vois plus. Super. Merci infiniment, Axel. Alors, merci toute l'équipe. Je suis tellement heureuse de vous retrouver ce soir. Écoutez, je croise les doigts pour que Internet marche. En fait, je vous retrouve depuis un endroit très, très rural. Je suis à peu près à 1 heure ou 2 de Poitiers. J'ai été invitée justement dans cet endroit très rural pour diffuser les connaissances scientifiques au plus grand nombre. Donc, ça me touche beaucoup qu'il m'ait invitée. Et demain, je parle à des lycées agricoles, justement. Donc, ça tombe bien que je sois avec vous ce soir. Donc, merci de me donner vraiment carte blanche parce qu'on a plein de choses à échanger ensemble. Mais je voulais partager avec vous un petit peu déjà qui je suis, ce qui m'anime, ce que je vois sur le terrain et vraiment voilà comment ce dérèglement climatique, cette fonte des glaces nous impacte tous les jours. Donc moi je viens d'une région que vous connaissez bien, moi je viens de Haute-Savoie. Je suis née à Annecy, j'ai grandi dans un petit village pas très loin d'Annecy qui s'appelle Gruffy. Alors je vous ai clairement mis la photo comme ça, vous allez voir à quel point il est beau mon petit village de Gruffy. Et c'est un village voilà, qui fait 1500 habitants à peu près. On l'appelle le village aux 400 fontaines, je crois, parce que vraiment pratiquement chaque maison a un bassin. Ce bassin qui reçoit de l'eau du Semnoz, qui est la montagne sur la gauche. Et malheureusement, l'été dernier, c'était vraiment le premier été où il n'y avait pas d'eau, justement, dans ces fontaines, dans ces bassins. Donc, même dans mon petit village de Gruffy, où ma famille habite depuis des générations et des générations, et ben là aussi, on se prend le changement climatique en pleine face. On a même eu une partie du Semnoz qui a pris feu cet été. Donc voilà, même dans ces régions, on est à peu près à 700 mètres d'altitude, donc on n'est pas très haut. On ressent de plein fouet le changement climatique. Donc moi, j'ai grandi là. Et j'ai eu la chance d'avoir vraiment 2 parents passionnés de montagne, passionnés de randonnée. Et donc, mon frère et moi, et on était tout le temps baladés dans ces montagnes, dans ces écosystèmes-là. Et je pense que c'est vraiment dès le plus jeune âge que j'ai décrit, que j'ai vraiment eu cette curiosité, en fait, pour mieux comprendre ces écosystèmes-là. Et j'étais la pro des cabanes. J'étais la pro des cabanes quand j'étais petite. J'adorais faire des petites cabanes dans la forêt pour observer les animaux. Et petit à petit, à force de faire des balades dans la forêt, mes parents en fait m'ont inscrit à un club de rando, d'alpinisme qui s'appelait les Randonneurs du Chéran.
Et le Chéran, c'est le nom de la rivière en fait qu'on a au contrebas de mon village. Et c'était génial. Franchement, c'était des bénévoles, c'était des retraités qui nous emmenaient en balade. Et un jour, finalement, à force de faire de la rando, j'ai eu la chance de gagner en altitude, de faire des courses de plus en plus longues. Et au bout d'un moment, bah, j'ai été invitée à participer à une très très belle course d'alpinisme qui vous connaissez, j'en suis sûre, Chamonix-Zermatt, la haute route. Et c'est vraiment... Alors, je vous ai mis des photos de moi quand j'étais petite, comme ça on en profite, voilà. Vous pouvez vous moquer de mes coupes de cheveux et mes choix vestimentaires quand j'étais jeune. Mais en faisant Chamonix-Zermatt, j'ai croisé la route d'un guide de haute montagne qui m'a dit, écoute Heidi, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a des gens, on les paye pour étudier les glaciers. Et on appelle ça des glaciologues. Et je me suis dit, mais ça a l'air trop bien d'être glaciologue. T'es payé pour être en montagne. Moi, j'ai envie de faire ça, quoi. Et en fait, à l'époque, je n'avais pas mis toutes les chances de mon côté, quoi. C'est ce que je pensais. J'étais en lycée agricole et j'adorais mon lycée agricole. J'ai fait des rencontres de gens absolument extraordinaires. Et je me suis dit, oula, ouais, donc d'un lycée agricole, comment je vais pouvoir devenir glaciologue? Et bien finalement, hein, d'où qu'on vient, on peut vraiment continuer dans les études et continuer à s'émerveiller de ces paysages-là. Et ensuite, j'ai suivi un cursus en fait universitaire assez classique. J'ai continué mes études à l'université Lyon 3. Et ensuite, bah, quand on est glaciologue, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir une expérience à l'étranger pendant les études. Donc, je suis partie au Royaume-Uni et je suis partie dans les plus petites universités les moins chères possibles. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir continuer mes études en fait en Norvège, dans un endroit que je vais beaucoup évoquer aujourd'hui, qui s'appelle le Svalbard. Et le Svalbard, c'est ça. Donc, ça claque, voilà, comme on dit, ça envoie du lourd. C'est vraiment des paysages extraordinaires. Donc, j'y ai fait mon Erasmus, en fait, là-bas, mon échange universitaire. En 2008, voilà, j'y ai passé 6 mois qui m'ont bouleversée, qui m'ont métamorphosée. Et ensuite, j'y ai fait mon doctorat de glaciologie. Et en fait, ce qui est extraordinaire là-bas, c'est que un peu plus de la moitié des terres de ce petit archipel, je vous en parlerai plus après, mais un petit peu plus de la moitié des terres sont recouvertes de glaciers. Et on a vraiment tout type de glaciers, des glaciers très actifs, des glaciers très lents, des glaciers tout petits, des glaciers très gros. Et c'est vraiment un endroit magique en fait pour devenir scientifique, pour devenir glaciologue. Mais aussi, j'ai vite compris que c'était un endroit très important pour comprendre comment ces paysages-là fonctionnent, comment on les respecte aussi en tant que scientifique. Donc, c'est vraiment là où j'ai développé mes premières armes en tant que glaciologue de terrain. Et ce qui était assez formidable, en fait, au Svalbard aussi, alors je vous montre plein de petites photos, c'est que c'est vraiment un endroit clé, en fait, en termes de communication scientifique. Donc, quand je faisais mon doctorat au Svalbard, bah, ce qui était dingue, c'est que là-haut, on a l'université la plus au nord de la planète. Et en fait, chaque semaine, on avait des journalistes, chaque semaine, on avait des ministres, des chefs d'État, quoi. C'était complètement dingue. Et en fait, le bureau de la communication de mon université m'a dit, bon, Heidi, tu veux pas leur parler, les glaciers, ça parle à tout le monde. Et donc, c'est vraiment là aussi où j'ai commencé à essayer de faire de la communication scientifique. Et en fait, à essayer de tester ce qui marche pas pour des journalistes, pour des chefs d'État, pour des rois, des reines, quoi. On avait vraiment, c'est complètement dingue ce qui se passait là-bas. Et c'est là où, bah voilà, un peu comme une artisane de la communication scientifique, je me suis remise sur mon métier tous les jours pour essayer de l'améliorer et de faire en sorte que cette communication ait le plus d'impact possible. Et ce que je voulais évoquer avec vous, c'est que évidemment, quand on étudie les glaciers, on se prend le changement climatique en pleine face. Et aujourd'hui, voilà, bah, alors je vous ai mis quelques petits graphes que vous connaissez par cœur, mais nos glaciers et notre cryosphère, hein, toutes ces zones de neige et de glace, ce sont vraiment les zones qui réagissent les plus vite au changement climatique. C'est pas compliqué, hein, la neige et la glace, ça fond quand les températures augmentent. Et là, on le sait tous, hein, qu'à force de cramer des énergies fossiles, eh ben, on a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère et ce CO2, il bouleverse littéralement les températures sur Terre. C'est ce que vous voyez ici, hein, le changement des températures sur Terre, hein, depuis à peu près un siècle. Et ce qui est super intéressant de voir, c'est qu'en fait, le continent européen est le continent qui se réchauffe le plus vite sur Terre aujourd'hui, donc 2 fois plus vite que la moyenne planétaire, mais aussi toutes ces régions de neige, de glace réagissent très 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 vite au changement climatique, donc notamment l'Arctique, là je viens de vous en parler, mais
le petit Svalbard, le petit Spitsberg, cet archipel que j'aime tant, voilà, qui est juste ici, est vraiment au cœur de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, quand j'ai commencé mes études, quand j'ai commencé ma carrière, ben, j'ai commencé évidemment dans nos belles montagnes. Et d'abord, bah, on s'est intéressé à ce qui se passait au niveau de la neige. La neige, on l'aime tous hein, dans nos montagnes. Moi, je suis vraiment une grande skieuse. Alors, je suis pas très bonne skieuse, mais j'adore skier. Quand mes amis ont la patience de m'attendre, je fais beaucoup de ski de rando notamment. Et aujourd'hui, on sait que bah, nos montagnes souffrent énormément. On le voit de moins en moins de neige, hein. Alors, vous avez sorti quelques petits graphes. Ça, c'est une reconstruction de la durée du manteau neigeux dans les endroits où il y a des stations de ski en Europe. Et on a reconstruit, alors avec plein d'outils différents, la durée du manteau neigeux depuis les années 1400. Alors évidemment, il n'y avait pas de station de ski en 1400, mais depuis 1400 jusqu'à aujourd'hui. Et ce que vous voyez, donc encore une fois, c'est la durée du manteau neigeux. Donc il y a quelques petites variations, on le sait, hein. Notamment, il faisait assez chaud autour des années 1400-1500. Ensuite, on a eu le petit âge de glace hein, qui s'est terminé dans les années allez, 1850-1900 chez nous. Et ensuite, bah, la tendance actuelle, elle est très claire. On est vraiment vers une diminution de la quantité de neige dans nos montagnes, alors qu'on essaie de compenser avec plein d'outils, de stratégies différentes, hein, que ce soit des canons à neige, que ce soit mettre des bâches blanches. Là, les stations de ski deviennent assez fortes pour alors, fabriquer de la neige, mais la stocker, par exemple, sous de la paille, etc., etc. Mais on le sait, la tension de nos montagnes aujourd'hui, qui est autour de ce sujet de la neige, c'est à couteau tiré dans nos montagnes et ça me désole beaucoup. Parce que je pense qu'on aime tous l'hiver, on aime tous peut-être le ski, la raquette, la balade dans la neige. Et malheureusement, il faut être très réaliste par rapport à ça. La tendance va vers le bas. Donc ça soulève tout un tas de questions sur de grandes décisions politiques qui ont lieu en ce moment même, sur l'avenir de nos stations de ski, sur peut-être des JO en 2030, etc., etc. Mais voilà, encore soyons réalistes, plus on brûle d'énergie fossile, moins on aura de neige et plus ça va bouleverser toutes ces activités-là économiques. Alors moi, je suis plus glacier que neige et le tout premier glacier que j'ai étudié, c'était celui-là qui s'appelle le glacier du Trien. Alors, si vous avez fait le massif du Mont Blanc, le tour du Mont Blanc, vous l'avez croisé. Je crois que c'est quand on fait la fenêtre d'Arpette, hein, qui est quand même un petit glacier très sympa. Et en fait, ce qui est génial sur ce glacier du Trien, c'est qu'on a des photos, en fait, des témoignages très, très, très anciens de l'importance de ce glacier. Parce qu'en fait, dans les années 1860-70, on allait récolter des blocs de glace du glacier du Trien, tout simplement parce que c'était un business pour envoyer ces blocs de glace dans les grandes villes, là où on n'avait pas des glacières naturelles comme dans nos villages, et on pouvait stocker la nourriture grâce à de la vraie glace de glacier. C'est dingue. Aujourd'hui, ça nous paraîtrait une hérésie, évidemment, mais voilà, il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de frigo. Donc, comme on faisait à l'époque, ben, on allait carrément, si on ne faisait pas des trous dans le sol, on utilisait vraiment des blocs gigantesques de glace. Et donc, le glacier du Trien, en fait, dans ces années-là, c'était un pilier, vraiment un pilier de l'économie de nos vallées. Ces blocs de glace, ils étaient envoyés à des centaines de kilomètres quoi, de ce glacier, c'était complètement dingue. Alors moi, je ne l'ai pas étudié en 1871. Chaque fois que je montre cette photo à des primaires, ils me demandent, mais Heidi, mais en fait, t'as quel âge? Ce qui est très sympa. Non, non, j'ai pas pris cette photo en 1871. Moi, j'ai pris cette photo-là en 2010. Et voilà ce qui restait en fait du glacier, donc le tout premier glacier que j'ai étudié. Alors, il est encore là. Il en a encore un petit peu sous le coude quand même, le glacier du Trien, parce qu'il est connecté à un gros plateau d'accumulation en fait, qui lui donne un petit peu de marge hein, par rapport au changement climatique. Mais ce qui est très clair, voilà, c'est que ces glaciers, on est en train de les atomiser. Et là, vraiment, on est en perspective de, si ça continue comme ça, vraiment, dans les prochaines décennies, on risque de perdre la majorité des glaciers des Alpes. On va déjà perdre, c'est déjà largement en train, tous les glaciers qui sont petits à basse altitude mais on va avoir un bouleversement dans nos montagnes. Et si on veut donner la meilleure chance à ces glaciers, il va falloir qu'on arrive à garder les températures, l'augmentation des températures sous les 1,5 degrés. Ça, c'est des chiffres que je vais évoquer tout au long de cette intervention. Vous connaissez aussi par cœur. Là, on est aux alentours de 1,2. On a dépassé temporairement 1,5. Mais si on les dépasse franchement, c'est un peu plié pour les glaciers des Alpes. Ça va être très, très compliqué d'en garder une grande partie. Donc, le glacier du Trien, assez cher. C'est pas le seul. On a évidemment notre plus grand glacier continental français
notre petite mer de glace qui réagit très très vite. Donc là, la vidéo, elle est rembobinée, évidemment, le glacier ne reprend pas du poil de la bête, j'aimerais bien. Donc voilà ce qui se passe. Je crois que c'est à peu près 130 mètres d'épaisseur du glacier qui a considérablement changé. Donc non seulement on a des glaciers qui perdent en épaisseur, des glaciers qui se raccourcissent, mais parfois on a encore pire que ça. On a carrément des glaciers qui s'effondrent en fait. Comme ce que vous voyez ici, alors c'est l'effondrement du glacier de la Marmolada, vous vous en souvenez certainement, dans les Dolomites en Italie. Et ce que vous voyez ici, voilà, c'est des vidéos qui ont été prises par les alpinistes, par les randonneurs. Ouais, c'est en fait une poche d'eau qui s'était formée sous le glacier. C'était une période où il faisait très très chaud en fait dans les Dolomites. Il faisait pratiquement, je crois, 20 degrés à ces altitudes-là, à 3000 mètres. Et en fait, vous voyez qu'il y a un petit refuge là, voilà, juste en dessous. Et en fait, le mec du refuge, le gardien, ça faisait des jours qu'il entendait des énormes craquements. En fait, il ne savait pas d'où ça venait. Bon, il pensait évidemment, il n'est pas bête que ça venait des glaciers, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une poche d'eau qui se forme. Et je vois que Axel, tu pointes du doigt. Bah ouais, en fait, c'est la poche d'eau là au-dessus qui était sous le glacier de la Marmolada, qui est devenue tellement grosse qu'elle est arrivée, au bout d'un moment, quand on a un volume d'eau trop important, ça arrive à faire péter la glace. Et donc, c'est des vidéos qui sont vraiment très impressionnantes. En fait, on a l'impression que c'est un barrage qui se rompt, et c'est le glacier qui s'effondre. Et on a eu 11 morts quand même ce jour-là. Donc là, les gens qui ont l'air très pépères, je pense qu'ils ont couru pour leur vie, hein. Ils ont essayé d'échapper à ce tsunami en pleine montagne. Donc c'est cataclysmique ce qui s'est passé dans ces montagnes. Moi, l'année dernière, j'ai eu la chance de faire un petit tournage d'un échappée belle où on a rencontré en fait les guides de haute montagne, les sauveteurs. C'était horrible ce qu'ils nous racontaient. Donc voilà, il y a eu 11 morts ce jour-là et malheureusement, plus les glaciers fondent, plus on risque d'avoir des poches d'eau qui vont se former, soit devant les glaciers, soit dans les glaciers, soit sous les glaciers. Et franchement, ces poches d'eau, c'est super difficile à détecter. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment du mal, à moins qu'on cartographie tous les glaciers de la planète, on a du mal à deviner où est-ce que les poches d'eau se forment. Et là, franchement, quand tu vois à quel point c'est pentu, personne n'avait imaginé que des poches d'eau puissent se former sous des tout petits glaciers là, accrochés à la pente. Comme quoi, on apprend des choses tous les jours. Alors parfois, on a l'impression que le changement climatique ne fait pas assez fondre les glaciers. Donc, on décide de rajouter un petit peu d'action pour les faire fondre un petit peu plus vite. Bon, alors, je fais exprès de vous montrer des cas très tendus dans nos montagnes, mais des cas super intéressants de conflits d'usage, en quelque sorte, sur ces biens communs, sur ces glaciers. Là, vous avez l'exemple du glacier de la Girose. Alors, j'ai eu l'occasion de me rendre sur le glacier de la Girose il n'y a pas très très longtemps. Juste entre deux expéditions cet été, je revenais du Groenland, je partais en Ouganda. Et avec Mountain Wilderness, qui est une organisation que j'aime beaucoup, ils font du super travail. On est allé voir sur place un peu ce qui se passait. Alors, il y a toute une histoire de changer un petit téléphérique pour construire une remontée mécanique beaucoup plus conséquente, pour connecter le glacier de la Girose à d'autres stations de ski. Et c'est un sujet très tendu pour tout un tas de raisons. Voilà, c'est en fait un des derniers glaciers en France qui est très facile d'accès, où on emmène des familles, les jeunes générations. Pour souvent, c'est leur premier glacier. Bah, c'est le secteur de la Grave-la-Meige, hein, que vous connaissez bien. Et c'est un secteur qui est encore relativement préservé, hein. Quand on parle de la Grave-la-Meige, ça fait rêver, quoi. C'est vraiment les étendues encore relativement sauvages. Et donc, c'est très tendu parce que peut-être installer cette nouvelle remontée mécanique, ça risquerait d'amener beaucoup plus de monde. Et aussi du monde qui a peut-être pas forcément l'habitude de la haute montagne, du ski de haute montagne, de ski sur les glaciers. Donc, il y a un vrai sujet par rapport au risque aussi. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a un vrai soulèvement populaire sur le glacier de la Gironde. Alors, je vous ai mis plein de photos. Et Mountain Wilderness est vraiment, avec d'autres organisations, la Grave Autrement par exemple, LPO, etc., etc., et force de proposition. Et il y a plein de bonnes idées qui sont développées autour de ce site que, en fait, il y a plein de choses à faire. Même sans construire une nouvelle remontée mécanique, il y a plein de choses extraordinaires de sciences citoyennes, d'utiliser les remontées mécaniques existantes pour donner des cours sur le climat, sur ces glaciers, faire en sorte que les jeunes générations puissent continuer à avoir accès à leur première course sur neige avec des crampons. Donc c'est assez formidable. Moi, je m'enthousiasme énormément et j'essaye tant que je peux de m'associer avec ces forces de proposition citoyennes, locales, territoriales, pour essayer de faire un peu avancer le dialogue et que le dialogue continue en tout cas avec tous les acteurs de ce territoire qui aiment
aussi évidemment ces territoires profondément. Il n'y a pas qu'en France où on a ce genre de cas de figure, hein. Zermatt s'est vraiment fait taper sur les doigts ouais, l'année dernière et cette année. Parce que pour tout un tas de raisons, pour des pistes de ski, pour des compétitions de ski, ils ont décidé de mettre des bulldozers sur les glaciers. Alors là, ils ont vraiment pris cher, hein. Au niveau, c'est devenu complètement viral au niveau international. Heureusement qu'ils se sont fait un peu épingler. Mais moi, je suis dans une organisation aussi qui s'appelle Protect Our Winters Europe, PO, POW. Et Pau arrive à avoir un dialogue avec la Fédération internationale de ski, la FIS, ce qui est très chouette. En fait, le plus important aujourd'hui, c'est qu'on continue à avoir un dialogue bienveillant, ouvert, et qu'on explique peut-être à la FIS, voilà, pourquoi est-ce que des bulldozers qui grattent les glaciers aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de sens. Alors, est-ce que ça fait fondre les glaciers? Franchement, l'impact, en fait, est peut-être pas si important sur les glaciers, mais je pense que c'est beaucoup plus que ça. C'est le symbole d'avoir des bulldozers qui grattent nos glaciers, qui vont complètement leur changer leur morphologie. Aujourd'hui, bon voilà, ces glaciers, il faut les laisser tranquilles parce qu'on le sait tous, ce sont parmi nos meilleurs châteaux d'eau que l'on a dans nos montagnes. Voilà, un glacier, un manteau neigeux, c'est de l'eau qu'on utilise encore aujourd'hui pour tout un tas d'usages différents. On l'utilise pour la turbiner, donc pour produire de l'hydroélectricité. On l'utilise, bah, qu'on le sache ou non, c'est de l'eau qui va dans nos rivières, dans nos fleuves, et qui pendant l'été va maintenir le débit des plus grands fleuves en Europe, comme le Rhône, le Rhin. Donc en termes de transport de marchandises, par exemple, c'est assez extraordinaire qu'on ait encore de l'eau qui vienne des glaciers pendant l'été, parce que malheureusement, si on n'avait pas assez glaciers, le niveau de ces grands fleuves risquerait de diminuer, même s'ils sont complètement gérés aujourd'hui, ces fleuves. On est très content d'avoir encore de l'eau qui nous vient des glaciers. C'est l'eau qui va nous permettre d'irriguer nos cultures, ça c'est clair. Et sur Terre aujourd'hui, c'est 2 milliards de personnes, pratiquement 2 milliards de personnes, qui utilisent l'eau des glaciers, ce qui est quand même dingue. Donc il n'y a pas que par chez nous, il y a aussi évidemment, on pense à l'Himalaya, hein, voilà, les cultures de riz, les cultures du coton qui sont gigantesques. On pense peut-être au Pérou, à la Bolivie, à l'Alaska. Donc c'est vraiment, vraiment aujourd'hui une ressource très, très précieuse et clairement une ressource qu'on est en train de perdre. Donc, il faut vraiment qu'on décide collectivement, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à atomiser cette ressource en eau ou est-ce qu'on essaie de se donner la meilleure chance possible et de sauver une partie de ces glaciers? En tout cas, les dernières études scientifiques sembleraient nous montrer que dans les décennies à venir, on risque de perdre à peu près la moitié de la population des glaciers de montagne sur Terre. Mais moi, j'essaie toujours de regarder le verre à moitié plein et de me dire, ben, ça veut dire qu'on a encore finalement le destin de l'autre moitié des glaciers sur Terre encore entre nos mains. Et là, je parle vraiment pas en termes de volume, mais en termes de chiffre du nombre de glaciers. Donc, on a à peu près 200 000 glaciers sur Terre. Donc, on a encore voilà, l'avenir de 100 000 glaciers entre nos mains. Donc, c'est vraiment à nous de prendre cette décision collective. Voilà, qu'est-ce qu'on décide de faire? Quelle chance on donnera en tout cas, et je suis très heureuse de voir les jeunes générations qui sont avec nous ce soir, quelle chance on va pouvoir leur donner? Ben, franchement, on lâche rien pour leur donner la meilleure chance possible. Alors, Axel, et je suis très contente que tu m'aies dit d'essayer de nous faire un peu voyager ce soir. Alors, je vais en profiter de vous faire voyager parce qu'une région que j'aime éperdument, c'est évidemment l'Arctique. C'est une région là où je travaille énormément, une région qui est très, très importante. Alors, l'Arctique, ça ressemble à ça, hein. Ça ressemble à ça. L'Arctique, le nord de la planète, là où il y a le pôle Nord, là où il y a le Père Noël. L'Arctique, c'est avant tout en fait un océan qui est entouré de terres. Ces terres sont habitées. Il y a 7 millions d'habitants quand même dans l'Arctique. Ça, c'est quand même pas négligeable. Et ces terres, voilà, elles sont plus ou moins enneigées, plus ou moins englacées. Et moi, là où je passe toute une partie de l'année, c'est là, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai montré quelques belles photos, sur ce petit archipel qui s'appelle le Svalbard, ou plutôt en France, on dit plutôt le Spitzberg. Et en fait, là-bas, on est à 1000 kilomètres du pôle Nord, donc on est en plein dans l'Arctique. C'est vraiment les terres habitées les plus au nord de la planète. Et ce qui est incroyable, c'est que là-bas, eh ben, là-bas, on est complètement connecté à ces glaces. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré des photos de glaces terrestres, donc posées sur les terres du Svalbard, mais on est aussi connecté aux glaces qui flottent sur l'océan glacial arctique. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo et dites-moi si vous ne m'entendez pas parler pendant la vidéo, parce que des fois, ça arrive sur Zoom. Donc, n'hésitez pas à me dire. Je vais commenter la vidéo pendant qu'elle se lance. Donc, Axel, si tu me fais un petit point levé, ça veut dire que tu m'entends un pouce levé. Super, merci.
Donc, ce que vous voyez, alors c'est peut-être un peu haché, hein, vu qu'on est en connecté depuis la Pampa de Poitiers jusqu'à chez vous. Ce que vous voyez ici, donc, c'est la banquise, cette fameuse glace de mer. La banquise, ça envoie trop du lourd. C'est super important pour stabiliser en fait le climat de la planète tout entière. Donc, c'est la folie, la banquise. Et là, je vais vous parler d'études scientifiques qui sont toutes récentes. Parce qu'on est en train de réaliser que finalement, la banquise, elle régit notre météo jusqu'en France. Donc, c'est complètement dingue. Mais bon, revenons à nos moutons. La banquise, donc, c'est une sorte de radeau de glace posé sur l'océan glacial arctique. Et cette banquise, elle gigote tout le temps. Elle est entraînée par les vents, entraînée par les courants. Et cette banquise, le problème, c'est qu'elle prend super cher. Elle est posée sur un océan qui se réchauffe même dans l'Arctique. On a des canicules sous-marines. Et elle est connectée aussi à l'air, bien évidemment, et l'air aussi dans l'Arctique se réchauffe. Mais cette banquise, elle a un super pouvoir, c'est qu'elle est blanche et qu'elle renvoie les rayons du soleil dans l'espace. Vous êtes les pros de ça, l'albédo. Voilà, quand on a des surfaces blanches sur Terre, quand on met un t-shirt blanc pendant l'été chez nous, bah, ces couleurs blanches, très claires, renvoient le rayonnement solaire dans l'espace. Et malheureusement, ce t-shirt blanc de l'Arctique, on est vraiment en train de l'atomiser lui aussi. Vous voyez ce qui se passe, c'est complètement dingue. C'est en fait une modélisation de la NASA faite à partir d'images satellites. Cette banquise vraiment souffre énormément. Donc en 40 ans, on a perdu à peu près 40% de la surface de banquise dans l'Arctique, voire 45 aujourd'hui. Alors elle est encore là, cette banquise, elle est encore bien présente, on a de la chance de la voir. Mais ce climatiseur de la planète est vraiment en train de se réduire petit à petit. Alors la banquise devient de plus en plus jeune, donc de moins en moins épaisse, et sa superficie, aussi son étendue, diminue de plus en plus, année après année. Et on prend toujours le mois de septembre comme marqueur, parce que c'est là où, naturellement, dans l'année, elle va prendre sa superficie la moins étendue. En fait, le mois de septembre, c'est là où les océans sont les plus chauds, notamment dans l'hémisphère nord. Et donc, pour nous, c'est vraiment la référence. Et donc là, on vient de passer, il y a quelques semaines, le minimum d'étendue de la banquise dans l'Arctique. On n'a pas battu un record cette année, mais franchement, c'était pas réjouissant, hein. Franchement, c'était quand même très, très bas. Et donc, voilà ce qui se passe. Cette banquise, elle est en train de se réduire. Et à la place, bah, qu'est-ce qu'on a? On a un océan. Et cet océan, lui, est très foncé. Lui, son super pouvoir, c'est l'inverse de la banquise. C'est le t-shirt noir de l'Arctique, c'est le t-shirt noir de la planète. Et cet océan, il absorbe la chaleur du soleil. Et c'est là où on a ce qu'on appelle, alors le mot technique, c'est qui est vraiment super naze, les boucles de rétroaction positive. Voilà, c'est vraiment ces termes, j'en peux plus. Ces cercles vicieux qui se mettent en place où on émet des gaz à effet de serre, ça réduit la banquise, on réduit la banquise, on a de plus en plus d'océans. Cet océan, il absorbe la chaleur et il accélère encore plus le réchauffement climatique dans l'Arctique. Et donc aujourd'hui, malheureusement, cette région, moi que j'aime éperdument, ce petit archipel, ce petit Spitzberg, ce petit Svalbard, c'est devenu l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre aujourd'hui. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, voilà, les températures, elles ont augmenté de 1,2. Au Svalbard, donc 1,2 depuis l'ère pré-industrielle, donc 1750, 1850. Au Svalbard, depuis les années 80, donc ma décennie de naissance, depuis les années 80, on a gagné 8 degrés. Je vous dis même pas quoi, c'est apocalyptique ce qui s'y passe. Donc ça veut dire que le changement climatique au Svalbard il est très violent et on parle d'une augmentation de température qui va continuer dans les décennies à venir et on pourrait atteindre des plus 12, plus 14 degrés d'augmentation de température au Svalbard, suivant les saisons d'ici la fin du siècle. Donc, je ne vous dis pas à quel point on se prend le changement climatique en pleine face au Svalbard. C'est vraiment quotidien, quoi, ce qu'on voit. Et ça part vraiment dans tous les sens. Donc, ce qu'on remarque déjà, c'est que, un peu comme chez nous, en fait, c'est que les prévisions météo, déjà, marchent beaucoup moins bien, voire plus du tout, en fait, au Svalbard. Vu que nous, tout l'écosystème, c'est un écosystème qui est dominé par la cryosphère, donc, on a une perturbation dans les précipitations, on a notre permafrost, notre sol gelé en permanence, je y reviendrai, qui dégèle, donc on a beaucoup de glissements de terrain. On a de plus en plus d'avalanches aussi au Svalbard, ce qui est absolument terrifiant. Et donc aujourd'hui, l'Arctique, le Svalbard se réchauffe 6 à 7 fois plus vite que la moyenne planétaire. L'Arctique, toute cette région-là, c'est à peu près 3 à 4 fois. Et tout à l'heure, je vous disais que cette région-là bah, influence notre météo au quotidien. Et donc, je vais vous partager voilà, ces toutes dernières études scientifiques. Parce que franchement, quand on a compris le lien entre l'Arctique et chez nous,
C'est assez bouleversant et ça nous permet de beaucoup mieux comprendre en fait pourquoi on a cette météo super chelou chez nous en fait en ce moment même. Donc ce qui se passe, je vous ai mis quelques petits graphes qui sont vraiment super explicites. Ce qui se passe, c'est que tant qu'on a des écarts de température sur Terre, donc entre l'Arctique et chez nous, on va avoir des vents qui s'appellent vous les connaissez, les polar jet stream, les vents de jet polaire. Ces vents, ils aiment bien des écarts de température. Donc, tant qu'on a de la banquise, tant qu'il fait bien froid dans l'Arctique, on va avoir des écarts de température très importants entre l'Arctique et chez nous. Et ces vents, ils vont pulser, quoi. Ça va y aller à fond. Ils vont aller tout droit, ils font le tour de la Terre à fond la caisse. Et ce qui se passe, c'est que, ah, on a un petit chat qui nous rejoint, je suis absolument ravie. Ce qui se passe, c'est que lorsque ces vents ils sont bien puissants, eh ben, ils vont isoler, ils vont garder le froid, ils vont garder le froid dans l'Arctique et garder la météo telle qu'on la connaît chez nous. Donc, on est très content. Donc, la banquise, voilà, tant qu'elle est là, on est vraiment dans cette configuration-là. Le froid, il est en haut, les températures clémentales sont chez nous, tout va bien, quoi. Mais le souci, c'est qu'évidemment, je vous ai expliqué juste à l'instant que l'Arctique se réchauffe en moyenne 3 à 4 fois plus vite que la moyenne planétaire. Donc, c'est pas super globe, les écarts de température se réduisent entre l'Arctique et chez nous. Et donc, en se réduisant, eh ben, les vents, ils sont pas super contents. Les vents, on le mesure aujourd'hui, ils commencent à ralentir. Et en ralentissant, moi j'aime bien cette image de décrire ça un peu comme une rivière qui ralentit, parce que c'est beaucoup plus visuel pour nous. Une rivière, quand elle ralentit, typiquement, elle va commencer à faire des méandres. Voilà, elle va vraiment parcourir le paysage tout doucement. Et c'est vraiment ce qu'on détecte aujourd'hui dans l'Arctique. Il n'y a même pas besoin d'aller dans l'Arctique pour le voir. Vous pouvez parfois aller sur windy.com. Il y a plein de sites internet qui sont développés. Earth Null aussi qui s'est développé. On peut suivre voilà, comment ces vents sont en train de réagir. Et clairement, aujourd'hui, on est dans une configuration, alors suivant les moments dans l'année, de plus en plus instable de ces vents jet polaires où ils font complètement n'importe quoi. Donc déjà, ils ralentissent. En ralentissant, ça veut dire qu'on peut avoir des événements météorologiques bloqués, bloquants, comme on dit. Ça veut dire qu'on peut avoir la même météo qui va rester, en fait, qui ne va pas bouger pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Mais surtout, ce que ça veut dire, avec ces sortes de méandres trop bizarres, ça veut dire que parfois, on va avoir des masses d'air froides qui vont descendre jusqu'à nos latitudes. C'est là où on rouspète. Ah, on a un mois de septembre, il fait trop froid. Début octobre, trop froid et tout, machin. On met des doudous, on n'est pas content. Ou on peut avoir l'inverse. Et on a beaucoup plus l'inverse, en fait, en France chez nous. C'est-à-dire des masses d'air très chaudes qui vont remonter vers le nord. Et parfois, je vous le dis, au Svalbard, on peut avoir 23 degrés, quoi. 23 degrés au Svalbard. Franchement, tout le monde est content de sortir un t-shirt à un moment dans l'année. Mais en vrai, c'est une catastrophe. Tellement que tout est déréglé, tellement que tout fond. Et donc, c'est dingue de se rendre compte que plus on perd cette banquise de l'Arctique, plus on va avoir ces jet streams polaires déréglés. Plus chez nous, ce que ça va donner, c'est des trucs comme ça. Alors ça, c'est dingue les animations qu'on arrive à faire aujourd'hui. Donc ça, c'est début septembre de cette année, hein, 2024. Donc voilà ce qui s'est passé. On a eu une énorme, alors je vais la repasser, une énorme masse d'air assez froide hein, qui est descendue jusqu'en Europe. Et vous avez tous vu ce que ça a donné. Bon, chez nous, il faisait un petit peu froid, mais on a eu des inondations un peu partout en Europe. Moi, j'étais en Italie, voilà, il y a quelques jours, et en Italie, c'était apocalyptique la quantité d'inondations qu'ils ont eues. En Pologne, en Moldavie, en République tchèque, quoi, vraiment, voilà. Vienne, on a tous vu les images de Vienne, une grande partie de l'Europe centrale qui a reçu cette vague d'air froid, qui a forcé les précipitations. Voilà, on sait que les masses d'air, dès qu'elles refroidissent, elles ne peuvent plus garder leur humidité, donc ça précipite. Et ça nous donne des événements météorologiques extrêmes, donc de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. Et c'est vraiment, alors nous, ce qu'on décrit, j'adore cette expression en anglais parce qu'elle est vraiment très juste, on appelle ça le climate weirding, donc le climat il devient weird. Donc ça veut dire que ça part dans tous les sens. On peut tantôt avoir des périodes très sèches, voire des périodes très humides. On va avoir des périodes très chaudes, voire des périodes très froides. Et ce qui est assez flippant, évidemment, c'est qu'au même moment sur Terre, mais parfois même dans le même pays, on peut avoir des événements météorologiques extrêmes complètement opposés. Et ça, alors, on sait qu'ils vont devenir de plus en plus fréquents, on sait qu'ils vont devenir de plus en plus intenses.
Mais parfois, c'est difficile de prévoir leur intensité, c'est difficile de prévoir combien de temps ils vont rester. Donc, c'est toujours la dispute, là, comme on avait à Cannes l'autre jour. Mais qui avait pu prévoir qu'on allait avoir des inondations aussi importantes? Bah, franchement, les scientifiques font de leur mieux. Sachez que tous nos modèles sont évidemment entraînés sur le passé, hein. Si on n'a pas des boules de cristal, mais on fait de notre mieux. Donc, aujourd'hui, ces événements météorologiques extrêmes, on sait qu'on va en avoir de plus en plus. On sait que personne ne va être immunisé face à ça. Voilà, même mon petit village de Gruffy, il a eu des feux de forêt. Alors, je ne sais plus si c'était il y a quelques mois l'année dernière, ce qui est complètement dingue. Et donc, personne n'est immunisé, mais surtout, ça, c'est ce qui dérègle notre agriculture, c'est ce qui attaque nos infrastructures, c'est ce qui nous force parfois à être en réaction, en fait. En réaction. Là, franchement, toutes les communes que je rencontre en ce moment me disent, mais on dépense tellement d'argent pour faire des réparations et ensuite, on n'a plus de budget pour attaquer le problème à la source. Donc, c'est-à-dire préserver nos espaces naturels, décarboner, investir dans l'isolation des bâtiments. Voilà, tout ça. On est tellement en train de réparer des choses qui sont cassées, des routes, des infrastructures, des bâtiments, que parfois, malheureusement, on se rend compte qu'on a besoin d'un appui énorme des assurances, des banques, des financeurs, donc des régions, des pays, pour pouvoir faire vraiment ce travail de fond qui nous permet vraiment d'attaquer le problème à la source, parce que très clairement, si on ne décarbone pas, si on n'aide pas nos écosystèmes aujourd'hui, on n'y arrivera pas. On sera constamment dans la réaction et donc ça ne nous permettra pas de résoudre le problème à sa source. Donc c'est complètement dingue hein, de se rendre compte qu'à quel point cette banquise qui est très lointaine, elle réagit très vite au changement climatique et elle perturbe notre météo jusqu'à chez nous. Alors la banquise de l'Antarctique aussi, malheureusement ces derniers mois, ces dernières années, on s'est rendu compte qu'elle aussi réagissait très vite au changement climatique. Et elle, elle influence encore plus les courants océaniques. Donc j'en parlerai peut-être tout à l'heure, voilà, si on a encore le temps. Mais on sait que l'impact n'est pas tout à fait le même par rapport à la météo en France. Pour nous, c'est vraiment ce qui se passe au niveau de l'Arctique qui nous influence. Alors, moi, en étant glaciologue, je passe beaucoup, beaucoup de temps dans l'Arctique. Je passe aussi beaucoup de temps sur les grandes calottes polaires. Donc, cet été, j'ai eu la chance de faire une grosse expé avec l'aventurier Mathieu Torder. Alors, je vois que ma connexion Internet est un petit peu instable, donc je m'excuse si ça coupe de temps en temps. Mais je fais de mon mieux, on serre les fesses, on s'accroche. De temps en temps, voilà, exactement, je pars sur ces calottes polaires. Et ces calottes polaires, alors pourquoi elles sont importantes? Elles sont pas tant importantes que ça pour nos ressources en eau, parce que bon, voilà, il y a quelques personnes qui utilisent l'eau du Groenland, mais bon, c'est pas tant que ça. Ces calottes polaires, elles sont importantes parce qu'elles contiennent des volumes de glace stratosphériques. Le Groenland, qui est à gauche, il contient assez de glace pour augmenter le niveau des océans de 6 à 7 mètres, donc partout sur Terre, donc c'est quand même énorme. L'Antarctique, qui est à droite de l'image, contient assez de glace pour augmenter le niveau des océans de 58 mètres. Donc les deux ensemble, c'est à peu près 65 mètres de quantité, voilà, de volume de glace qui pourrait, de niveau des mers qui pourrait augmenter si on perd ces calottes polaires. Alors là, on n'est pas du tout en train de dire qu'on est complètement en train de les perdre d'une décennie à l'autre, d'un siècle à l'autre. C'est vraiment des choses qui pourraient prendre des millénaires, mais vraiment, on est en train de les faire souffrir, ces calottes polaires. Les deux souffrent énormément aujourd'hui. Alors, je vous mets un petit timelapse de la NASA qui vous montre les zones au Groenland et en Antarctique qui fondent beaucoup, qui perdent beaucoup de glace en rouge, orange, jaune. Et vous allez remarquer qu'il y a quand même quelques petites zones en bleu où, parce que les masses d'air se réchauffent, il y a un petit peu plus de précipitations sous forme de neige. Donc ça, c'est toujours intéressant. C'est là où les climato-sceptiques essaient de nous coincer à chaque fois et de nous dire, mais il neige au Groenland et en Antarctique. Oui, tout le monde le sait qu'il neige au Groenland en Antarctique, mais si on fait l'équilibre, le fameux bilan de masse entre les gains et les pertes, ces deux calottes polaires perdent beaucoup plus qu'elles ne gagnent. Et aujourd'hui, voilà, le Groenland perd pratiquement deux fois plus que l'Antarctique en termes de masse fondue et de masse vélée, donc d'iceberg qui s'en décrochent. Et moi, un chiffre qui m'avait vraiment cloué, hein, qui est sorti en début d'année, et franchement, j'ai cru qu'on avait fait une faute d'orthographe dans l'étude scientifique. Ça nous montre que, alors je crois que j'ai oublié un S, mais que 30 millions de tonnes de glace sont perdues par le Groenland toutes les heures aujourd'hui.
Sachant qu'en fait, ça ne se passe pas toutes les heures parce que ça se passe en fait en 2 ou 3 mois. Donc c'est beaucoup plus. Je pense que si on remettait ça sur 2 ou 3 mois, c'est vraiment voilà, des volumes complètement dingues. Donc on va passer un petit peu plus d'une heure ensemble. Voilà ce que ça donne. Parfois, l'intelligence artificielle a du bon. Ça nous permet de voir à quoi ça, quel est le volume que ça représente en fait 30 millions de tonnes de glace. Mais franchement, même en voyant ça, j'ai du mal à m'imaginer que c'est réel que le Groenland et l'Antarctique perdent des quantités à ce point-là, quoi. Donc c'est pratiquement le double si on rajoute l'Antarctique, donc c'est complètement dingue. Et ce que ça donne, voilà, pourquoi c'est important pour nous quand on n'habite pas au Groenland et en Antarctique, bah, évidemment, en France aussi, on a des terres qui sont à basse altitude. Il n'y a pas besoin d'aller au Bangladesh ou aux Pays-Bas, hein. On a des terres très, très, très vulnérables en France. Donc surtout, évidemment, on parle des littoraux. Là, vous avez l'île de Ré, La Rochelle, voilà, toutes ces régions que vous connaissez par cœur, hein. C'est vraiment le parc naturel régional du Marais Poitevin. Là, c'est les terres qui sont sous 1 mètre d'élévation du niveau des mers. Alors, 1 mètre d'élévation du niveau des mers, on pourrait tout à fait l'avoir d'ici les années 2070 si on ne réagit pas. Donc ça, c'est des trucs qui ne se préparent pas en 2069, hein, ça se prépare dès maintenant. C'est évidemment des terres agricoles qui, avant ça, se feront peut-être contaminer par de l'eau salée lorsqu'on a des fortes marées, lorsqu'on a des tempêtes. Donc voilà, 1 mètre, ça se prépare dès aujourd'hui. C'est aussi des infrastructures, c'est aussi des populations qui vont devoir se déplacer. Donc ça, franchement, moi, je salue le fait qu'en France, on prépare un plan d'adaptation, mais il va falloir le préparer très sérieusement parce que ça, il y aura du boulot. 2 mètres d'élévation du niveau des mers, ça donne ça autour de Arles. Bah, ça, c'est la Camargue, évidemment. On connaît tous ces terres qui sont à basse altitude, mais c'est des autoroutes. C'est l'aéroport de Nice, pas très loin. C'est encore une fois des infrastructures clés. Et des infrastructures comme des aéroports, on n'en construit pas tous les 5 ans, hein. C'est vraiment des infrastructures on compte dessus pendant quelques décennies du moins. Donc là, voilà, exactement, je suis d'accord, Axel, c'est un peu la lutte pour ces régions-là. Et voilà ce que ça donne, hein, si on dézoome un petit peu, le nord de la France avec 3 mètres d'élévation du niveau des mers qui est très très touché. Voilà. Dunkerque, Calais, une grande partie de la Belgique, des Pays-Bas évidemment, je l'ai remise, une partie du nord de l'Allemagne aussi. 3 mètres d'élévation du niveau des mers, ça risque d'arriver d'ici peut-être début du siècle prochain. Mais, on est en train de réaliser que le Groenland et l'Antarctique pourraient réagir encore plus vite qu'on le pensait au changement climatique. Donc franchement, malheureusement, souvent, ils font prendre ce que je vous montre comme quelque chose de très conservateur finalement, et que ça pourrait peut-être arriver encore un petit peu plus vite. Alors ces cartes, elles sont accessibles à tout le monde. C'est un super site internet qui s'appelle Climate Central. C'est gratuit, tout le monde peut aller voir. C'est des super outils de communication. Moi, je les utilise beaucoup, en tout cas, pour faire réagir, parce que voilà, quand on voit ces cartes-là, forcément, on ne peut pas rester de marbre. Forcément, ça nous touche tous. Donc voilà pourquoi des grandes calottes polaires comme le Groenland et l'Antarctique sont très, très, très importantes pour nous. Et même si on est dans notre belle région de Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, eh ben, on va être touché par l'élévation du niveau des mers. Voilà, ça va être des populations qui vont se déplacer, ça va être une redistribution de nos échanges de marchandises, ça va être un décalage forcément de nos terres agricoles par rapport à ça, et on va avoir un énorme besoin de travailler ensemble, de se tendre la main, de coopérer pour faire en sorte que finalement, des personnes qui perdent leur terre, ben, on leur donne la meilleure chance possible pour les années, les décennies à venir. On continue dans les glaces parce qu'il y a d'autres glaces que je voulais évoquer avec vous. Évidemment, le permafrost. Alors, le permafrost, chez nous, on sait tous ce que c'est parce qu'on en a dans nos montagnes et nos montagnes se désintègrent de plus en plus. Moi, vous savez, un des premiers stages que j'ai fait en glaciologie, c'était vraiment pas cool. C'était le couloir du goûter dans le massif du Mont Blanc. C'est horrible. J'avais passé 3 mois là-bas. Alors, avec une super institution, hein, qui s'appelle la Fondation Petzl. Je travaillais avec un cabinet d'ingénierie qui s'appelle Alpinger. Et à l'époque, on réfléchissait d'installer une sorte de toit pour protéger la traversée dans le couloir du goûter, pour protéger les alpinistes. Bon, je pense que tout le monde a réalisé assez vite à quel point c'était impossible de construire la moindre infrastructure là-dedans.
mais ça m'a vraiment fait prendre conscience de cette importance du permafrost de haute altitude, qui est vraiment le ciment de nos montagnes. Là, ce dont je voulais vous parler, parce que je connais bien l'Arctique, c'est vraiment ce permafrost de ces hautes latitudes. Donc là, nous, on a du permafrost dans les montagnes dans l'Arctique, on a surtout du permafrost dans notre sol. Le sol est gelé en permanence. Et j'adore cette image, c'est une image de National Geographic qui nous montre à quoi ça ressemble en fait le permafrost dans le sol. Et c'est complètement dingue, c'est là où on trouve les mammouths laineux, c'est là où on a énormément de matière organique qui a été prise au piège depuis des centaines de milliers d'années en fait dans ce sol-là. Et là en fait c'est en Sibérie, vous avez une coupe comme ça, c'est un glissement de terrain en fait qui a eu lieu à cause du réchauffement du permafrost, du dégel du permafrost, que j'utilise quand même les bons termes. Et il se passe plein de choses lorsque le permafrost dégèle. Bon, déjà, soyons parfaitement conscients du permafrost. On en a énormément dans l'hémisphère nord. À peu près 23% des terres de l'hémisphère nord, c'est du permafrost, quoi. Alors, on pense tout de suite à la Sibérie. On oublie parfois le plateau tibétain, où il y a énormément aussi de permafrost. Il y a des surfaces gigantesques. Mais voilà, il n'y a pas que la Sibérie, il y a un petit peu le nord des pays nordiques, il y a toute une partie Canada, Alaska, toutes ces terres qui sont assez habitées finalement, où il y a énormément de permafrost. Et évidemment, il y a du permafrost un petit peu partout au Svalbard, un petit peu partout au Groenland aussi. Alors, je vous ai mis quelques QR codes si vous voulez retrouver ces cartes-là. Ça peut être pas mal. Et en fait, donc ce permafrost, on en a une tonne. Et évidemment, lorsqu'il dégèle, ça crée tout un tas de conséquences. Alors, je ne sais pas par laquelle commencer parce qu'elles sont toutes aussi On a un petit problème de flippantes connexion, les unes Heidi. que les Attends. autres. Ouais, on t'entend Ah, plus du je tout là. vous attends. Ah oui, j'ai vu que tu es frozen, Axel. Alors, tu Ouais, vas me ça y est, dire c'est quand tu m'entends, reparti. je vais continuer à parler. C'est C'est tout bon. reparti, génial. Ah Bon. oui, je te vois là, tu rebouges, Ouais. parfait. Donc, je disais, je ne sais pas par quelle conséquence du permafrost commencer. Ce que je peux faire, c'est je peux peut-être arrêter ma vidéo même. Peut-être que ça marchera un petit peu mieux. Ça marche là? Ah non, je vois que ça coupe un petit peu. Oui, Alors, oui. attendez. Voilà. Nous, on entend bien. En tout cas, la Qui connexion, elle est OK de notre côté. Axel, c'est bon pour accroche un toi peu. aussi? J'arrête la vidéo, je pense que ça marchera mieux de mon côté. Ouais, Ouais, moi je ouais. t'entends, c'est vrai. Là, non. Ouais, super. Alors, je m'excuse, j'arrête la vidéo, mais Ouais, au c'est moins, reparti, comme ça, Heidi. vous Doucement. commencez, continuez à m'entendre. Voilà. Donc, le permafrost, les conséquences du dégel du permafrost, la première, c'est que 66% des infrastructures de l'Arctique sont sur du permafrost. Donc, alors, c'est pas que des villages choupinous, c'est aussi des pipelines, c'est aussi des aéroports, c'est des routes, c'est parfois des activités industrielles très, très polluantes. Et aujourd'hui, il y a des villages qui commencent à être déplacés dans l'Arctique à cause du dégel du permafrost, comme le village que vous voyez, pareil, dans ce reportage de National Geographic, qui est au Canada. Deuxième conséquence du dégel du permafrost, c'est que malheureusement, il émet ses propres gaz à effet de serre lorsqu'il dégèle, du CO2 et du méthane, suivant en fait la quantité d'oxygène disponible. Et aujourd'hui, le permafrost, il émet autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme le Japon. Alors, Japon, voilà, ça parle à pas grand monde. En fait, c'est le septième plus grand émetteur de gaz à effet de serre quand même aujourd'hui, le Japon, donc c'est quand même pas mal. Et en fait, le permafrost peut faire encore mieux ou encore pire, si j'ose dire. C'est que si on franchit 1,6 degré d'augmentation de température, le permafrost, il pourrait émettre autant qu'un pays comme l'Inde dans les prochaines décennies, donc d'ici la fin du siècle. Donc ça veut dire qu'on rajouterait, c'est comme si on avait une deuxième Inde en fait sur Terre. Si on franchit les 2 degrés, c'est comme si on rajoutait à l'Union européenne. Si on franchit les 3 degrés, c'est comme si on rajoutait les États-Unis en termes d'émissions de gaz à effet de serre du permafrost. Donc très concrètement, le permafrost, il est très bien quand il est gelé et il faut le garder gelé, mais vraiment, vraiment, vraiment le plus longtemps possible. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué pour tout le monde. Et ensuite, je vais terminer très, très brièvement sur un sujet qui est très peu connu, mais on en a parlé il y a quelques jours. Ben, je vous en parle parce que c'était dans l'actualité. C'est l'acidification des océans. Et on ne parle pas assez du fait que les océans polaires sont ceux qui s'acidifient le plus sur Terre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les eaux froides sont les eaux les plus efficaces pour absorber ou diluer plutôt le CO2. Et aujourd'hui, on mesure déjà, et mon groupe de travail au Conseil de l'Arctique a publié un rapport là-dessus il y a quelques années, sur le fait que voilà, les eaux froides sont les plus efficaces pour diluer le CO2 et malheureusement payent le prix fort dans cette acidification-là. Alors, il va falloir réagir très vite.
déjà pour éviter de franchir des points de bascule de notre climat. Aujourd'hui, voilà, moi qui suis vraiment très glacier, très climat, on voit que les écosystèmes, par exemple le Groenland ou l'ouest de l'Antarctique, le permafrost, ne réagissent pas de façon linéaire en fait au changement climatique. Mais parfois, on se rend compte qu'on a des points de bascule, donc c'est ce que vous voyez ici, tous ces petits points rouges. C'est là où on pense qu'on risque de franchir un point de non-retour pour ces écosystèmes-là. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on se rend compte que les premiers points de bascule, notamment de la cryosphère, sont autour d'une augmentation de température de 1,5 degré sur Terre. Alors avec des marges de manœuvre, pardon, des marges d'erreur, pas des marges de manœuvre, plus ou moins importantes. Mais si ça continue comme ça, on risque évidemment de franchir ces points de bascule de façon très généreuse, malheureusement. Et ce que ça veut dire que le Groenland va commencer à s'effondrer et qu'on ne pourra plus l'arrêter. Alors, ça ne va pas s'effondrer du jour au lendemain, ça risque de prendre des siècles, voire des millénaires, si on réagit assez vite. Mais ça veut dire qu'on ne pourra plus arrêter la déstabilisation du Groenland, par exemple. Donc voilà, vous pouvez choisir votre écosystème préféré, en quelque sorte, et voir où est son point de bascule. Mais tout ça, ça veut dire que pour l'instant, avec nos objectifs qui nous amènent vers, allez, 2,4 jusqu'à 3 degrés d'ici la fin du siècle, ça veut dire qu'on risque de franchir une bonne petite flopée de points de bascule du climat. Donc ça, cette petite barre rouge, nos objectifs climatiques, il va vraiment falloir les pousser sur la gauche le plus possible. Et alors, il y a quelques décennies, on allait tout droit vers 4 degrés d'augmentation de température. Petit à petit, j'espère qu'on va se rapprocher des 1,5 degrés. Mais soyons réalistes, bien sûr qu'on risque de franchir les points de bascule et bien sûr qu'il va falloir continuer à attaquer le problème à la source et aussi évidemment, de continuer à essayer de s'adapter pour essayer de subir le moins possible les impacts de ce dérèglement de ces écosystèmes-là. Un point que j'aimerais énormément évoquer avec vous ce soir, si j'ai une petite question là-dessus, c'est aussi la maladaptation. Donc, je pense qu'on cherche tous et toutes à trouver des solutions pour finalement subir le moins possible les conséquences du changement climatique. Alors, on ne fait pas ça pour les écosystèmes, on fait surtout ça pour nos activités économiques. Je ne jette pas la pierre, évidemment, à des agriculteurs quand on cherche à continuer à avoir des récoltes, même si il y a des arrêtés d'utilisation de l'eau. Je ne jette pas la pierre à des stations de ski qui mettent des bâches blanches sur les glaciers, mais quand même, aujourd'hui, on sait que ce ne sont pas les meilleures solutions de loin pour non seulement nous sauver nous, mais aussi sauver les écosystèmes dont on a bien besoin. Donc c'est important d'avoir un énorme dialogue sur cette maladaptation, cette géo-ingénierie, par exemple les bâches blanches sur les glaciers, voilà, ça balance des microplastiques de partout dans nos réserves en eau. Donc c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais en tout cas, les bonnes solutions, on les connaît. Il faut qu'on continue à décarboner. Et c'est là où je suis ultra admirative du travail que vous faites. On a vraiment besoin de chouchouter nos écosystèmes le plus possible, de leur donner la meilleure chance possible parce que beaucoup d'entre eux sont des puits de carbone, en plus des puits de biodiversité, en plus d'être des filtres naturels à des zones de stockage de notre eau. Donc ces écosystèmes, on sait qu'ils en ont un peu ras-le-bol en ce moment. Il n'y a pas que le climat qui les tacle, il y a aussi nos activités humaines. Donc il faut vraiment qu'on fasse tout pour les conserver, pour les protéger, pour les garder en forme le plus longtemps possible. Parce que ce qui est très clair, et je vais terminer là-dessus, ce soir, avant de prendre vos questions, c'est qu'aujourd'hui, il faut être très réaliste, c'est qu'il n'y a personne qui vient, il n'y a personne qui va faire le taf à notre place. Et cette citation, je l'aime beaucoup, c'est une citation de Robert Swan qui nous dit que la plus grande menace pour la planète, c'est de penser que quelqu'un d'autre la sauvera. Mais c'est très clair, il n'y a personne qui vient. C'est à nous de faire le taf là où on en est. Et là, on est placé géographiquement avec les outils que l'on a. On a des choses merveilleuses à faire ensemble dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. Donc, en tout cas, on ne lâche rien. Et je remercie des personnes comme vous, les personnes du CEN, pardon, les adhérents, les permanents. On a vraiment, vraiment besoin de vous pour ces écosystèmes. Tout ce que vous faites, c'est bon pour les glaciers, c'est bon pour la planète, donc c'est bon pour nous. Je vous remercie infiniment. Merci Heidi. Merci bien. Bah, du coup, je rappelle juste à tout le monde que vous pouvez écrire les questions dans le document participatif qui se trouve dans le chat. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ce document, vous pouvez écrire directement dans le chat les questions. Et est-ce que ça te va, Heidi, si je te pose déjà la première question qui est arrivée?
Avec grand plaisir, je vais essayer de rallumer ma vidéo et on croise Ok, les doigts. ça marche. Du coup, voilà, par rapport aux perceptions, enfin, ce qui est sorti là, c'est comment est-il possible, lorsque nous voyons les enjeux financiers liés aux effets du dérèglement climatique, qu'il ne se passe rien au niveau des gouvernements? Ah ouais, bah alors ça, c'est une Ça, super c'est la question. grande question, c'est le grand dilemme. Allez, Ouais. réponse. Non, mais alors, je veux pas nous chercher à nous, les scientifiques, des excuses, mais c'est clair que les lobbies sont encore très, très efficaces, hein. Voilà, là, franchement, j'ai passé la journée à me faire, mais j'ai eu une avalanche de posts de Total Energy sur mes réseaux sociaux aujourd'hui. Je voyais que les éoliennes de Total Energy toute la journée, ce qui était quand même assez fascinant. Alors, je suis très heureuse de voir qu'il y a des éoliennes chez Total Energy, mais quand même, arrêtez. On sait que ça représente quoi, 1%, je crois, des investissements de Total aujourd'hui. Total, voilà, et les commentaires étaient assez drôles sous ces posts, justement, je pense qu'ils s'y attendaient pas. Mais tout le monde parlait voilà, du fait qu'ils continuent à 3000% dans les énergies fossiles. Donc les lobbies sont encore très, très, très présents au niveau des négociations internationales. Pas que les lobbies oil and gas, mais aussi les lobbies de la géo-ingénierie deviennent ultra puissants. Malheureusement, ça rapporte encore beaucoup trop aujourd'hui d'investir dans les énergies fossiles. Donc on est vraiment mis à mal par rapport à ça. Tant que ce qui est le plus important à nos yeux est l'argent, c'est clair qu'on n'y arrivera pas, quoi. Mais nous, en tout cas, on essaye beaucoup de communiquer sur le fait que l'inaction climatique va coûter beaucoup, beaucoup plus cher que investir dans nos écosystèmes, investir dans les énergies renouvelables. C'est un rapport de 1 pour 1000, hein. Mais même, je pense qu'on se met peut-être encore le doigt dans l'œil, hein. Je pense que ça risque d'être encore plus que ça. Donc aujourd'hui, littéralement, investir dans la lutte contre le changement climatique, dans nos écosystèmes, ça va nous rapporter de l'argent. Mais c'est pas assez rapide, on n'a pas l'impression de rendre ça suffisamment concret. Nous, on évoque beaucoup la santé humaine aussi. Voilà, le changement climatique, c'est un problème de santé des écosystèmes, ça vous le voyez tous les jours, et de santé humaine. Donc nous, on bouge beaucoup là-dessus. Et ce qui est très clair, c'est que là, on voit une vague qui est en train d'arriver d'associations, voire de pays qui portent plainte contre parfois ces géants pétrogaziers. La Californie vient de porter plainte contre ExxonMobil, je les félicite. Et je pense que la Californie a les reins pour porter ce genre de procès parce que ça va coûter cher. Et en fait, c'est souvent ça, là où les géants pétrogaziers arrivent à jouer en fait la distance, quoi, arrivent à jouer la montre. Parce que c'est des procès qui coûtent très cher, c'est des procès qui peuvent durer des mois, voire des années. Et donc, il faut avoir les reins solides, les épaules solides pour pouvoir porter ça. Mais moi, je crois en tout cas en ces procès. Je crois en la voix qui est portée par les citoyens, par les associations. Je pense qu'au bout d'un moment, quand on va tous se retrouver sous l'eau ou entourés de feux de forêt, on va vite chercher les coupables. Et là, malheureusement, il sera peut-être trop tard pour certaines régions, mais ça pourra inverser la tendance. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. L'important, c'est l'action dès aujourd'hui à notre échelle. Mais en tout cas, je vais partager avec vous ce que Olivier Poivre d'Arvor a dit, notre ambassadeur des pôles, avant-hier dans un festival qui s'appelle Livre en Marche. J'ai encore leur petit bracelet. Un festival de livres à Chambéry. Il a dit, en tout cas, je vous le partage. N'attendez pas tous les gouvernements, n'hésitez pas à vous concentrer sur l'action locale territoriale parce que c'est vraiment là où les choses se feront. Et donc, pour un ambassadeur des pôles qui représente quand même la France à l'international, j'ai trouvé que c'était très réaliste de nous dire ça. Faut pas tout qu'on attende des gouvernements, c'est vraiment à nous de prendre le taureau par les cornes et vamos, quoi. Merci pour ta réponse, Haïti, et bonjour à tous. D'ailleurs, Chloé, je vais aussi animer la visio avec Séverine pour poser les questions. Voilà, Bonjour j'espère Chloé. que tout le monde m'entend bien. La prochaine question qu'on a, c'est est-ce que tu as déjà eu affaire à des personnes climato-sceptiques, pardon, et comment réagir face à ces personnes-là, malgré toutes les études et les démonstrations que vous avez présentées et qu'on connaît tous maintenant? Comment on peut réagir face à ces personnes-là? Ouais, bah, tous les jours, j'ai affaire à des climato-sceptiques, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont pas très nombreux, en fait, mais ils sont je pense qu'ils ont beaucoup de temps, et ils sont très vocaux, et les algorithmes, en fait, adorent ça parce que ça crée du débat, ça crée des réactions. Donc, voilà, hier, j'étais avec pratiquement 1000 jeunes à Chambéry,
Et on a beaucoup évoqué le YouTuber, le Raptor, qui a sorti une vidéo, une sorte de vomi climato-sceptique sur sa chaîne, qui a quelques millions d'abonnés. On a beaucoup évoqué ça. Voilà, comment ça se fait que ces gens-là, ils incarnent une tribune? Comment ça se fait tout simplement qu'ils existent encore? Alors, je pense que ce qu'on qualifie de climato-sceptique, c'est vraiment assez large en fait. Dans cette sphère des climato-sceptiques, il y a un peu de tout. Je pense très sincèrement qu'il y a des gens qui sont juste terrifiés de ce qui se passe et qui ont aussi pas assez accès à la science. Ça arrive, bien sûr que ça arrive. Là, voilà, demain, je vais être dans cette commune rurale où, franchement, je pense que je suis la première glaciologue à aller les voir. Nous aussi, on a quand même pas mal d'efforts à faire. Mais ça, je pense que c'est une toute petite partie des climato-sceptiques. Une grande majorité sont parfois, en fait, une grande majorité déteste le fait qu'ils ont l'impression que les écolos, en quelque sorte, que les scientifiques cherchent à les priver de liberté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un vrai rapprochement entre ce qu'on appelle la fachosphère et le climato-scepticisme, si ça se dit, qu'on est en train de voir notamment beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces climato-sceptiques? Ouais, c'est la vraie question. Alors, moi, franchement, je pense que ces climato-sceptiques, au bout d'un moment, il faut les laisser, quoi. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de les gérer, sauf, j'ai une exception, sauf s'ils sont décisionnaires. Alors là, s'ils sont décisionnaires, on les lâche pas, on les chope, on les enferme dans une salle et on leur fait manger du climat toute la journée. Il faut vraiment arriver à les choper si c'est des décisionnaires. Donc moi, j'essaie tout le temps, quand on a des personnalités politiques, quand on a des présidents de région, quand on a des gens comme ça qui sont très importants, il faut vraiment qu'on arrive avec bienveillance, en leur tendant la main, essayer de partager avec eux les dernières connaissances du climat et essayer plein de trucs, peut-être en leur montrant leur responsabilité générationnelle, en leur parlant de leurs enfants qui vont leur poser des questions. Leurs enfants vont leur dire, toi, dans ta position que tu avais, tu as pris quoi comme décision en fait pour me donner la meilleure chance possible? Ça, c'est clair, hein. Et ça, franchement, s'ils ne l'ont pas déjà aujourd'hui, ça va arriver dans les semaines à venir ou dans les mois qui arrivent. Euh, on peut aussi jouer la carte judiciaire, leur dire, bah oui, vous avez pris des engagements, la France a des engagements de lutte contre le changement climatique, mais vous ne les respectez pas, ou tout simplement, vous ne respectez pas la réglementation actuelle. Ça, c'est très clair, par rapport peut-être à l'artificialisation nette des sols. Donc, on peut jouer voilà, sur plein de facteurs différents. Moi, j'essaie vraiment d'œuvrer, alors à mon petit niveau, mais auprès des entreprises, auprès des citoyens, auprès des associations, pour vraiment que ça vienne de la base et qu'au bout d'un moment, s'il y a des climato-sceptiques en position de pouvoir, ils voient que ce qu'on appelle la base, très vulgairement, est vraiment en train de réagir, quoi. Mais il faut en fait essayer de créer ces espaces, si on y arrive, mais c'est pas facile, de dialogue, où parfois on n'appelle pas ça un événement climat, on n'appelle pas ça un événement écosystème, on n'appelle pas ça un événement biodiversité. On peut créer des événements pour l'économie de la région, pour la santé de notre région, quoi. Et donc, hop, cheval de Troie, bim, ils se rendent pas compte, on crée ces événements-là et on fait passer des messages super punchy, quoi. Donc, voilà, je pense que ça vaut pas le coup de s'énerver sur les réseaux sociaux contre eux. Je l'ai fait, j'ai perdu énormément de temps, sauf s'ils sont en position de pouvoir. Et là, il faut vraiment qu'on arrive à trouver le moyen de les choper, quoi. Ok, Donc, si vous avez, je dis ça, je dis rien, le 06 du président de la région, j'arrête pas de lui envoyer des messages aujourd'hui. Je dis pas qu'il est climato-sceptique, bien loin de là, mais je pense qu'il a l'air très passionné du sujet, en tout cas de l'économie, en tout cas de sa région. Il a raison de l'être. Et ben, pour la meilleure chance qu'on peut donner à l'économie de notre région, c'est de comprendre ce qui se passe au niveau du climat et au niveau de la biodiversité. Donc, si vous avez des contacts, je suis très preneuse. on trouvera son numéro, on fera en sorte. En tout cas, en ayant tous ces chiffres en tête, en étant témoin du comportement de nos sociétés, comment tu peux garder le sourire? Quel est ton secret? Non, mais alors moi, j'ai une rage profonde, hein, et ma rage profonde, j'essaie de l'utiliser pour des trucs utiles. Et donc, toute cette énergie, moi, je me lève le matin avec une niaque intersidérale, mais aussi, j'avoue, j'ai un énorme privilège, c'est que quand je rentre en France, eh ben, j'essaie d'aller à la rencontre des warriors du climat, des warriors de la biodiversité comme vous, quoi. Et ces warriors du climat et de la biodiversité, ils lâchent rien, on a besoin de les accompagner. Alors comme moi, ils ont des hauts et des bas, hein. On a tous des hauts et des bas de ouf, mais on a besoin de se serrer les coudes. Et moi, ça me booste, mais tellement. Tu vois, là, hier, j'étais à Chambéry. À Chambéry, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Alors, à Chambéry, il y a vraiment des dynamiques locales de dingue. Et moi, je suis juste là pour dire, bah ouais, on est avec vous, quoi. On enchaîne. Moi, je diffuse des connaissances, mais sans vous, on n'y arrivera pas. Donc, de rencontrer
Tu vois, dans les élus, j'ai rencontré les maires de Savoie qui sont extraordinaires et qui font tout ce qu'ils peuvent. J'ai rencontré des entreprises et j'ai rencontré les jeunes. Bah, franchement, quand on arrive à dépasser un peu ce triangle de l'inaction, on y arrive quoi, petit à petit quoi. Donc certes, moi je vois un monde qui s'effondre, quoi. Je vois ces glaciers qui disparaissent tous les uns après les autres, mais je vois aussi l'autre côté de la pièce et je vois bah, voilà, des personnes comme vous qui m'inspirent, mais à 3000% et qui me font réaliser que je suis pas toute seule quoi et que c'est vraiment ensemble qu'on y arrivera. Donc, je pense que c'est complètement normal d'avoir des moments de détresse intense. C'est complètement normal d'avoir des hauts et des bas. Ça, il faut l'accepter. Mais pour arriver à continuer, il faut être entouré d'une communauté. Il ne faut pas être tout seul dans ce qui se passe. Et ben moi, j'ai essayé de créer ma petite communauté autour de moi de warriors. Nous, on s'appelle les pirates du Conseil de l'Arctique, pour vous dire. Avec mon boss, avec mon équipe, on est deux, trois. Et on est vraiment les pirates du Conseil de l'Arctique. On essaie de faire bouger les lignes de l'intérieur. Le Conseil de l'Arctique, c'est les 8 pays de l'Arctique ensemble. Et ben parfois, la politique influence un petit peu ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Ben, on ne lâche rien. Encore une fois, avec nos connaissances, avec nos outils, on fait de notre mieux. Et franchement, on s'éclate à être les pirates du Conseil de l'Arctique. Donc c'est quand même cool quoi, d'avoir une communauté qui bouge, quoi. Ouais. Donc pour moi, c'est ça. Le secret, c'est d'être bien entouré. C'est d'avoir une communauté bienveillante. Une communauté qui, bah, après une réunion où les choses ne se sont pas passées comme on l'attendait, qui va nous rappeler et nous dire, bon, allez, c'est pas grave, cette réunion, la prochaine, elle sera mieux, on sera encore plus efficace. Et qui vraiment, ça c'est très important pour nous, ne sous-estime pas chaque décision, chaque réunion, chaque opportunité pour essayer de faire bouger les lignes. Merci pour cette réponse. La prochaine question, c'est par rapport à la sensibilisation des publics qu'on peut faire lors de conférences, d'animations nature, webinaires comme aujourd'hui ou d'autres types de médias. Enfin, pardon, vers quel type de public se tourner? Est-ce qu'il faut privilégier les scolaires, le grand public, les élus? Est-ce que tout le monde est concerné? Ouais, évidemment, merci pour cette super question. En fait, faut essayer de voir, je pense déjà avec quels outils vous souhaitez communiquer, qu'est-ce qui vous passionne le plus, qu'est-ce qui est le plus faisable, mais aussi c'est clair qu'il faut toucher tout le monde, quoi. C'est clair qu'on a besoin de tout le monde. Et tu vois, là, par exemple, tu vois, je me déplace là près de Poitiers, à Bellac, dans la belle commune de Bellac, où je suis ce soir. Et ce qui est assez formidable, c'est que c'est une entreprise d'énergie renouvelable qui m'a invitée. On leur a dit, si Heidi, elle vient, on veut toucher tous les publics. Donc, on a organisé des rencontres élues, des rencontres. Alors, j'ai tous les lycéens et les collégiens du coin demain matin. Et ensuite, l'après-midi, élus, grand public, entreprise. Donc, essayer de toucher un maximum de public. De toute façon, c'est vite vu, hein. On est tous des citoyens, on a tous un petit cœur qui bat et on a tous des marges de manœuvre. Qu'on soit au collège, qu'on soit dans des entreprises, qu'on soit dans des associations environnementales ou qu'on soit élu, on a tous un petit cœur qui bat, on est tous quand même très sensibles à ce qui se passe. Et là, moi, j'ai découvert un outil qui vient de sortir, qui est génial. Le réseau Action Climat France vient de sortir son rapport sur comment les différentes régions françaises vont être touchées par le changement climatique. Oh, je vous dis pas, il y a quelques petites statistiques comme ça qu'ils ont sorties qui sont parlantes pour tout le monde. Et donc, moi qui me rends dans toutes les régions de France en ce moment, réseau Action Climat rend ça très, très pertinent et en fait, arrive à cocher toutes les cases. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'agriculture? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie de la région? Qu'est-ce que ça veut dire pour les ressources en eau, pour la biodiversité? Et donc, essayer de toucher un maximum de public. Donc, si parfois on vous invite à intervenir, cheval de Troie, vous dites oui, oui, mais nous, on aimerait bien intervenir. Que s'il y a des élus, que s'il y a d'autres entreprises, que si, que ça. Et donc, parfois, il ne faut pas hésiter à essayer d'inviter, en fait, d'inviter le plus grand nombre pour faire ça. Tout à l'heure, là, j'avais une réunion avec les hospices civiques de Lyon. Incroyable! Je me suis dit, mais c'est la folie! Santé des écosystèmes, santé humaine. Et ils nous ont dit, ah ouais, mais là, on va inviter tout le monde. On va inviter tous nos étudiants, on va inviter des élus, on va inviter des entreprises. Et quand on arrive à, comme ça, cocher toutes les cases, et parfois, il n'y a pas toutes les cases qui sont présentes, mais un maximum de cases. En fait, ce qui est génial, c'est que ensuite dans la salle, on peut avoir une vraie intelligence collective qui va se développer.
Parce que peut-être un jeune ou une jeune va poser une question et une entreprise va dire, ah bah nous, on est en train de travailler là-dessus. Ou le CEL va pouvoir dire, bah nous, on a justement des chantiers et on a besoin de main forte pour pouvoir les mettre en place. Et en fait, c'est assez magique. Moi, j'adore faire ça quand on a des publics très, très différents dans la salle. Et encore une fois, avec beaucoup de bienveillance. Ça, il faut vraiment, vous le faites très bien, mais instaurer beaucoup de bienveillance pour que les gens osent s'exprimer et osent parler de leur marge de manœuvre. Il y a vraiment la magie qui peut opérer dans ces moments-là, quoi. Donc trop cool, tu vois. Avec les 1000 étudiants hier matin, on avait des élus qui étaient représentés, on avait des entreprises qui étaient là. Je peux vous dire qu'ils ont vu que les étudiants, ils étaient mais tellement chauds, mais c'était la folie. Et donc, il y avait des demandes de stage, des trucs comme ça dans tous les sens. Donc, c'était assez incroyable. Donc, plus on arrive à toucher des publics différents au même moment, plus la magie peut opérer. Merci. Du coup, il y a un public, alors, tu en parlais tout à l'heure un peu, mais certaines personnes qui vont être plus sur techno-solutionnistes, donc avec des investissements industriels et plus technologiques, en oubliant Ah, l'approche fondée sur la nature. Voilà, comment aussi parler à ces personnes-là. ouais. Alors, franchement, parlons-en très sérieusement parce que là, c'est une sorte de crise qu'on est en train de vivre. Où le débat est en train d'être dominé par la géo-ingénierie. Donc la géo-ingénierie, c'est en fait toutes ces solutions qui visent à manipuler délibérément le climat à grande échelle. Alors attention, dans la géo-ingénierie, c'est marrant, mais moi je ne le mettrais pas là-dedans. Il y a la reforestation, il y a la restauration des écosystèmes. Franchement, moi je ne mettrais pas du tout ces nature-based solutions là-dedans. Ce que je voulais évoquer avec vous, c'est la pure, pure, pure technologie. Donc vraiment, alors accrochez-vous, hein. Donc, c'est bloquer le rayonnement solaire, c'est installer des rideaux ou des murs autour du Groenland et de l'Antarctique, c'est donc ces bâches blanches sur les glaciers. Non, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très sérieux comme sujet. Et voilà, exactement, c'est les shadocks. Et en fait, jusqu'à maintenant, franchement, moi, je les ai vraiment pris pour des idiots. Je me suis dit, mais jamais ça pourrait avoir lieu. Tu vois, il y a 5 ans, j'étais à la COP, je sais plus quoi, avec Jean Jouzel, et on était dans cette session qui s'appelait comment on va refroidir l'Arctique. Et on était 5 dans la salle, on les prenait tous pour des idiots. Jean Jouzel qui s'était retourné, qui m'a regardé en me disant, mais c'est qui ces Shadocks là? Et ben voilà, c'est plus du tout les Shadocks aujourd'hui. Ils ont accès à des financements stratosphériques. Tous les philanthropes, tous les Bill Gates, les Elon Musk sont en train de se lancer là-dedans. Pourquoi? Bah, ça permet de faire business as usual, ça permet de continuer à vivre comme on vit aujourd'hui, hein, de continuer à utiliser beaucoup d'énergie fossile et de ne pas s'inquiéter des conséquences du climat. Donc en fait, c'est des solutions, c'est pas des solutions pour les écosystèmes, ça faut bien le comprendre. C'est uniquement des solutions peut-être pour l'humain, si ça marche, mais c'est surtout des business. Donc c'est des business qui vont vendre des carbon credits, voilà, des crédits carbone pour pouvoir fonctionner. Et pourquoi c'est dangereux? Ben, évidemment, alors pour tout un tas de raisons, parce que si on bloque le rayonnement solaire, bah déjà, c'est peut-être pas super globe pour l'agriculture. Surtout la façon avec laquelle ils veulent le faire, ça risque de créer des pluies acides, ça risque de perturber le cycle de l'eau, ça risque de perturber la mousson. En Asie centrale, donc c'est complètement dingue. Il y a vraiment, vraiment, vraiment un groupe aujourd'hui qui essaye d'installer des rideaux pour bloquer les eaux chaudes autour du Groenland et de l'Antarctique. Alors, je crois qu'ils ne comprennent pas comment l'eau fonctionne, mais l'eau, elle va forcément trouver le moyen de passer au-dessus. Ou passer en dessous, passer sur les côtés. Mais bref, c'est toujours cocasse de voir leur compréhension d'un écosystème. Et en fait, ces zones entre les glaces et les océans, c'est des zones d'échange, c'est des zones de migration, c'est des zones, bref, d'échange chimique. Donc en fait, ces personnes-là, déjà, fondamentalement, n'ont aucune connaissance de comment fonctionne un écosystème. Pour eux, alors voilà, la planète se réchauffe, les œillères, la planète se réchauffe, bah donc on va bloquer le rayonnement solaire. Mais en fait, ils n'ont pas compris que ce n'était pas le soleil le problème dans le changement climatique. C'était pas du tout ça. C'est le fait que la planète elle-même recrache de la chaleur. C'est surtout ça le problème. Mais bon, bref. Autour des bâches blanches, ils n'ont pas compris qu'un glacier, c'est pas juste une masse de glace. Il y a beaucoup de vie autour de ces glaciers. C'est des ressources en eau, c'est des écosystèmes vivants, ces glaciers. Donc nous, ce qu'on essaie de faire à notre échelle, alors moi je suis en croisade totale aussi de sensibilisation des journalistes. Oh, alors là, je vous dis pas, en fait tous les journalistes sautent là-dessus parce que c'est innovant, c'est de la tech, French tech, c'est super sexy, c'est des nouveaux sujets. La décarbonisation, on en a tous ras-le-bol d'en parler, mais finalement c'est de loin la meilleure solution. Donc les journalistes sont en train de tous sauter dessus. Et là, il y a eu notamment une
start-up que je connais par cœur, Arctic Reflections, qui a sorti comment on appelle ça, une press release, quoi, un document pour dire on est en train de faire des tests scientifiques. Tous les médias ont repris ça texto sans vérifier si c'était bien ou pas bien. Et donc, moi, j'ai contacté tous les médias là qu'on avait parlé, un par un. Donc, j'ai pas beaucoup dormi là ces derniers jours, mais bon, grosse sensibilisation. Le souci aussi, c'est qu'on a une énorme éducation à faire au niveau politique, parce qu'au niveau politique, on adore, on adore. On appuie sur un bouton, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de décarboner. Donc, le souci par rapport à ce sujet, c'est qu'il faut accepter d'expliquer la complexité d'un écosystème, et ça prend du temps. Et donc, quand on est journaliste, quand on est politique, on n'a pas le temps, mais il va falloir prendre le temps de comprendre les ramifications d'un écosystème, le fait que ce soit holistique, tout soit connecté. Donc là, je ne vous dis pas, on est face à des lobbies. Alors, on pensait que le lobby du gaz et du pétrole était puissant. Là, accrochez-vous. Je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que c'est encore pire ce qui est en train d'arriver. C'est un véritable tsunami. Et là, l'autre jour, hein, on m'a dit littéralement, en texto, hein, on m'a dit, il y a un milliardaire qui finance beaucoup la recherche polaire, qui a dit, texto, j'en ai plus rien à battre de la science, je veux couvrir un maximum de glaciers de bâches blanches. Eh ben, il va falloir se réveiller et faire en sorte que non, ça ne se passe pas. Et je vais arrêter là-dessus, mais ils sont très manipulateurs parce qu'ensuite, ils vont nous faire passer, c'est déjà le cas aujourd'hui, moi je m'en prends plein la tronche, pour des gens qui sont anti-solutions. Non, mais ils sont quand même malins. C'est des tueurs de communication, hein, faire très attention. Donc nous, ils nous font passer pour des gens qui refusent d'étudier toutes les solutions face au changement climatique. Donc il va falloir être costaud, hein. Là, moi, je suis au Conseil de l'Arctique, c'est la crise absolue sur le sujet. Je vous le dis comme ça, hein, mais c'est vraiment très compliqué. On ne sait pas trop comment gérer ça, mais il va falloir le gérer, ça c'est clair. Donc, forza. Merci beaucoup pour toutes les réponses détaillées. Il nous reste une dizaine de minutes, donc on va finir avec deux questions. Alors, l'avant-dernière, c'est une question qu'on a. Est-ce que, il y a des personnes comme toi dans les pays qui sont très impliqués dans le dérèglement climatique? Est-ce qu'il y a d'autres Heidi Sevestre dans d'autres pays? Heureusement, oui, 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 heureusement. Oh là là, non, non, je suis pas toute seule. Je m'inspire énormément. Alors, c'est beaucoup de nanas, ça c'est clair, qui se bougent. Et en fait, on est vraiment en train de créer une petite communauté, ouais, pour se serrer les coudes parce que, voilà, on va être très, très clair entre nous. On s'en prend plein la tronche, hein, quotidiennement, que ce soit des menaces de mort, on se fait atomiser sur les réseaux sociaux dès qu'un truc sort. Mais en fait, voilà, on sait qu'il faut qu'on continue. Et heureusement que j'ai, encore une fois, cette communauté autour de moi qui est très bienveillante et qui est vraiment là pour nous aider, quoi. Et donc là, il n'y a pas plus tard que dans le train, là, juste avant de vous retrouver, je dialoguais avec Twyla Moon, qui est une glaciologue extraordinaire qui est basée aux États-Unis. Et on était en train de stratégiser ensemble, voilà, comment on allait pouvoir continuer à avoir une vie relativement équilibrée, mais à continuer à pouvoir faire passer ces messages, même si c'est très difficile. Elle est en plein dans les élections américaines, donc je ne vous dis pas l'importance qu'elle va avoir dans les mois à venir de continuer, quelle que soit la personne qui va être élue, à faire passer ces messages-là. Donc ces personnes-là, il faut les trouver, il faut vraiment les mettre en valeur, les protéger, les préserver. Moi, j'ai énormément de chance d'être attachée à une institution qui est internationale et avoir une équipe pro autour de moi qui très sincèrement me protège. Je me fais taper sur les doigts assez régulièrement et ben mon boss il leur dit vous passez par moi avant, avant de toucher Heidi. Donc j'ai cette bienveillance professionnelle et personnelle autour de moi. J'y arriverai pas beaucoup sans ça quoi, ça c'est sûr. Merci. Et bah, du coup, pour finir, alors il y a juste une petite info que je vois dans le chat, comme quoi il y a une photo d'un élu justement du glacier sur lequel tu travailles. Donc peut-être qu'il pourra te l'envoyer. J'ai pas, enfin voilà, j'ai pas plus de détails, mais en tout cas, Ouais, ok. C'est ça Charles, te il est dit à passé au longtemps. Svalbard. Charles, il est Voilà, passé au Svalbard il y a plus de 40 ans. Allez, génial. On te fera passer les photos, Heidi. Ouais, voilà. ouais, carrément. On Mais c'est t'envoie la carte super ça, postale. trop bien. On t'envoie la carte postale d'il y a 40 ans. Voilà. Oh là là, bah ouais, ça je veux voir à fond, à fond. Et du coup, voilà, pour finir donc nos échanges, c'était savoir si tu avais des idées pour faire connaître le Seine et nos actions pour faire face au changement climatique. Ah ouais, alors plein, plein, plein. Ça, je pense que c'est un dialogue qu'on va continuer à avoir, en tout cas dans les semaines et dans les mois à venir. Je pense que vraiment, the sky is the limit, comme on dit, hein, en termes de communication scientifique. Mais il va falloir définir avec vous, en fait, pour vous, quelles sont les cibles. Est-ce que ça va être des élus? Est-ce que ça va être des financeurs? Est-ce que ça va être le grand public? Je pense que c'est peut-être tout ça. Est-ce que ça va être les jeunes?
et de voir comment on peut stratégiser pour créer des événements ensemble, pour être très présent sur les médias du territoire, mais au-delà, pour avoir une vraie visibilité aussi sur les réseaux sociaux, faire des webinaires. Franchement, tout est important, tout est intéressant, mais notre limite, c'est notre capacité humaine, comme toujours. Donc, de voir, voilà, de prendre toutes ces bonnes idées, de voir réalistiquement, voilà ce qu'on va pouvoir faire. Mais franchement, je pense qu'il faut se mettre aucune limite. Il ne faut pas avoir peur de penser grand, de penser fort. Et en tout cas, moi, je mets tout mon réseau, toutes mes connexions à votre disposition aussi. C'est un travail d'équipe, tout ça. Et ce que vous faites est tellement extraordinaire que on a besoin de bonnes nouvelles, on a besoin de concret, on a besoin de nature, on a besoin d'histoires humaines. Vous cochez toutes ces cases-là. Donc, moi qui suis toujours à la recherche de bonnes solutions à mettre en avant, bah, je suis là avec vous. Donc, je pense qu'on ne va pas résoudre cette belle question ensemble ce soir, mais juste pour vous dire que, en tout cas, j'y mettrai toute ma passion, mon enthousiasme et tout mon network, tout mon réseau pour qu'on puisse vraiment faire des belles choses ensemble. Ok, merci. Et avant de te laisser la parole, Axel, peut-être pour conclure, je voulais juste faire un dernier point, on va dire, technique. Donc, il y a toujours ce document dans le... Ah, j'entends plus rien. On t'a perdu, Séverine. Ah oui, j'ai Ah oui, cliqué. Oh bah oui, j'ai cliqué ah, sur c'est bon. le On petit t'entend, là, c'est bouton bon. qu'il fallait pas. Non, il y a toujours le document dans lequel, ça c'est pour tout le monde, dans lequel vous pouvez aller remettre votre... ah mais non, c'est pas ça. Je suis en train de copier une question. En tout cas, il y a le Ah oui, oui. document collaboratif dans lequel vous pouvez aller mettre votre nom, prénom et votre adresse afin qu'on vous envoie. Il y a peut-être une ou deux questions sur lesquelles qui étaient déjà englobées dans d'autres réponses que tu as fait, Heidi. Mais l'idée, ça Hmm, serait de pouvoir après vous donner un peu plus d'infos. Le webinaire a été enregistré, donc vous aurez aussi super. les liens pour pouvoir le revoir Ah, éventuellement. génial. Donc, n'hésitez pas à aller dans ce document-là avant de vous déconnecter. Gardez bien ce lien. Je vais le remettre dans le chat et pas faire un copier-coller de réponses, enfin de questions. Désolée pour le petit cafouillage technique. Et voilà. En tout cas, Aucun merci souci. beaucoup, Heidi. Merci, merci tout le monde. Merci pour toutes ces questions. Et je vais laisser le mot de la fin à Axel. Et encore une fois, un grand merci de m'avoir invité ce soir. J'ai été très heureuse qu'on ait pu le faire malgré ma logistique qui était un petit peu bancale ce soir. Mais finalement, ça a tenu le choc, je crois. Ah, t'as été incroyable. C'est vrai que j'étais un peu stressé quand j'avais pas de nouvelles ce matin. Les collègues l'ont un peu ressenti là ces dernières heures. Non, mais immense merci. Moi, c'est vrai que j'avais très envie qu'on passe un moment d'engagement citoyen. Et effectivement, je trouve qu'on le doit à tous bah, ces bénévoles qui sont là derrière leur cam, qui sont parfois encore des actifs, parfois à la retraite, mais qui donnent du temps, qui se battent pour la biodive, qui portent le discours et que ça soit effectivement des adhérents, des bénévoles, nos élus, et puis les membres du conseil scientifique qui sont hyper impliqués, qui relisent tous les plans de gestion, qui font toute l'intégration du changement climatique aujourd'hui dans nos plans de gestion. C'est un boulot de dingue et ils le font en plus de tout le reste bénévolement. Et ça, c'est quand même juste formidable. Et je trouve que ce qui est top ce soir, c'est que bah, on va tous éteindre la visio gonflée à bloc parce que ton énergie, elle est communicante, elle est entraînante et c'est ça qu'on cherchait en venant te voir pour être notre ambassadrice. Et donc, un immense merci pour ce kiff, Heidi. Je te recontacte dans la foulée tranquillou. Et puis, merci. Je sais que c'est la course tout le temps. Tu as pris 1 heure et demie avec nous. Franchement, immense merci de la part de tout le monde. C'est exceptionnel. Bah, merci à vous, hein. Franchement, du fond du cœur, lâchez rien, continuez comme ça. Et franchement, c'est que le début. On a plein de belles choses à faire ensemble. Donc, vamos, quoi. On lâche rien. Ciao, ciao. Et belle Bonne soirée tout soirée le à monde. tout le Ciao, monde. Bonne ciao. soirée tout le monde. Ciao, ciao.